Salut et bienvenue sur le podcast Ma dernière séance de psychanalyse. Chaque épisode est le témoignage d'une personne qui me raconte sa dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse l'a aidé ou pas. On se parle du déclic pour se lancer, les nœuds intimes travaillés et l'impact concret de l'analyse sur sa vie. Moi c'est Guillaume, je suis l'instigateur de ce podcast et j'ai fait 10 ans de psychanalyse. Chaque témoignage m'aide à approfondir mon propre chemin de psychanalyse et à répondre à la question qui me taraude, la psychanalyse, est-ce que ça marche ou pas ? Et comment ? Bon ok, ça fait 2 questions. J'espère par là peut-être vous inspirer vous aussi sur votre chemin. Alors parfois je joue au psychanalyste, j'aide les gens à accoucher de leur histoire et à s'entendre. Parfois, je joue au patient et je détricote mes propres nœuds. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à très bientôt. Ah, je vous rajoute un petit message, on arrive à la fin de 2022, bon peut-être que vous écoutez ça et on est déjà début 2023, en tout cas c'est un temps d'introspection pour moi, pour vous aussi peut-être. Je me demande qu'est-ce que je laisse à 2022 et que je ne vais pas continuer et qu'est-ce que je crée pour 2023. Alors du coup, j'ai envie d'entendre votre avis. Envoyez-moi un petit message pour me dire comment le podcast résonne pour vous, vos envies pour de futurs épisodes et peut-être vos idées d'amélioration. Je vous mets mon email et mes réseaux sociaux dans le descriptif de cet épisode. Et aussi, comme toujours, le lien pour faire un don et soutenir mon travail. Merci beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi demander à un analyste homosexuel pourquoi dire d'un analyste qu'il est homosexuel alors que ça ne nous viendrait pas à l'idée de demander à un analyste dont on sait qu'il est hétérosexuel comment il vit son hétérosexualité. Complètement d'accord avec toi. Il s'avère que là, c'est différent. Oui, mais justement, c'est une question. Et c'est une vraie question théorique aussi. Hein. J'ai un ami qui est Fabrice Bourlaise, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Queer Psychanalyse, que tu as peut-être vu passer. Je crois qu'il est derrière toi. Ben voilà, dans une collection que je co-dirige d'ailleurs. Donc. Derrière toi, il y a ma bibliothèque, pardon, pour les gens qui ne voient pas. Pardon. Et donc, il commence son livre en disant « Je suis psychanalyste et je suis homosexuel ». Et ça, c'est une question, en fait. C'est une vraie question théorique. Hein. Tu vois, c'est pas... Après, si tu veux que les gens sachent avec qui je vis aujourd'hui, ça ne me pose aucun problème. Parce que je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais c'est plus en lien avec pourquoi poser ces questions à certains analystes parce qu'on sait qu'ils sont homosexuels et qu'on ne pose pas ces questions-là à certains analystes parce qu'on sait qu'ils sont hétérosexuels. Donc pour moi, si tu veux, là, il y a vraiment un point qui est... Oui, mais pas dans cet entretien. Dans cet entretien, moi, je tire le fil de ton émancipation, je tire le fil de ton histoire, et c'est toi qui dis « j'ai rencontré la personne de ma vie ». Mais si tu veux, pourrais dire... Parce qu'en fait, après, il y a... Est-ce que j'aime les femmes, des femmes, une femme, 7 femmes ? Ouais, je comprends. Voilà. Donc, en fait, il se trouve que j'ai rencontré 7 femmes. Voilà. Mais je ne sais pas, je ne pourrais pas me dire aujourd'hui, parce que j'ai vécu plein d'autres choses. Voilà. Très important ce que tu dis. Tu vois, je ne sais... si tu veux, le problème, c'est... Pour moi, il n'y a d'identité sexuelle que politique. C'est-à-dire que je ne sais pas aujourd'hui... Voilà, j'ai rencontré des hommes, j'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré 7 femmes, Voilà, je ne sais pas aujourd'hui si il y a des personnes qui disent d'elles-mêmes, des femmes qui disent d'elles-mêmes, moi j'aime les femmes. Des hommes qui disent, moi j'aime les hommes. Et puis tu vas avoir des personnes, une femme qui va dire, moi j'ai rencontré 7 femmes-là. Un homme qui va dire, j'ai rencontré 7 hommes-là. Ou un homme. Oui. Voilà. Eh bien ça, pour moi, ça rend plus ouvert... Oui. La question de l'identité ou de l'orientation sexuelle. Oui. Voilà, c'est plus fluide pour moi, cette affaire-là. Ouais. Tu vois Quel peut être l'impact négatif à dire cela ? Parce
Parce que là, tu observes que dans notre échange, Non, il y a pas tu d'impact. caches. Non, je cache pas. Non, je cache pas, parce que tu dis toi-même que ça se sait. Et je ne cache pas, je cache rien. Et je te dis. Tu tournes autour du pot, mais là, soudainement, après, avec mes questions, tu dis quelque chose de très puissant, qui dit quelque chose de toi. Oui. Et tu me disais, oui, ça peut avoir un impact négatif sur des analysants qui entendraient ça. Mais Quel impact négatif quel impact tu penses? J'en sais rien. Je dis pas de négatif. J'ai pas dit négatif. Je pense que. Et encore une fois, c'est aussi une question politique et théorique. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Mais c'est très intéressant. De dire pourquoi qualifier un analyste en fonction de sa sexualité, sa dite orientation sexuelle, et surtout, on ne le fait que lorsque cette orientation, on sait qu'elle est homosexuelle. Bien sûr. Voilà. Là-dessus, je t'ai suivi depuis le début. Et du coup, si tu veux, c'est ça, moi, tu as dit à un moment donné, je ne peux pas le dire. Quand je t'ai dit, est-ce qu'on coupe ou pas, on va pouvoir couper, tu as dit après, oui, non, ça peut pas... Non, mais parce que j'ai pas envie. Ça pourrait être entendu par des... Oui, mais enfin... Et du coup, c'est là où moi, je challenge, c'est que, écoute, soit du coup, tu fais le choix. Il y a un mi-choix là qui me gratouille. Soit tu fais le choix, et je te propose mon écoute et tu me dis ce que t'en penses. Soit tu fais le choix de dire non, ça va aller à l'encontre de transferts et où des gens peuvent entendre, et je ne le souhaite pas. Du coup, j'écris un livre, j'en ai bien le droit, mais je ne le dédie pas, je ne dédicace pas à cette femme. Et dans l'invitation de Guillaume, qui va me demander de raconter son analyse, non, je dis non, parce qu'en fait, si je suis honnête, je vais dire que j'ai rencontré une personne qui est une femme, et ça va s'entendre, donc je ne dis pas. Et là, tu fais un moite-moite, oui. Du coup, je suis un peu perdu. Parce que moi, on coupe ou pas ce passage ? Parce qu'il est très important, parce qu'il dit beaucoup de ton rap. On passe là au sujet du livre. Tu peux laisser ce passage. Mais j'aime pas les mi-choix, moi. Mais c'est oui. Plus moi dont je parle. Mais tu sens pas le mi-choix ? Bien sûr, mais parce que c'est pas si simple en fait. Parce que justement, parce que c'est pas aussi binaire que ça. C'est pas dis-le ou ne le dis pas. C'est-à-dire que le problème, c'est que j'ai pas à avouer, entre guillemets, comme si c'était, tu vois, une faute, etc. Ma question est la suivante, c'est... Je ne cache rien, mais je ne dis rien non plus. Pourquoi le dire ? Puisque, apparemment, les choses se savent, et ça m'est égal. Ma question est, quelle est la nature de cette question ? Dans certaines situations, avec certains analystes, dont on sait qu'ils travaillent soit sur l'homosexualité, soit qu'ils le sont eux-mêmes. Et ma question est, mais qu'est-ce qui fait qu'on pose à ces personnes-là, à ces analystes, cette question-là, et pas à des analystes dont on sait qu'ils sont hétérosexuels ? Non, pourquoi je pose la question ? Pour avoir la compréhension de ton livre. Un livre écrit par quelqu'un, par une première concernée, est très différent, à une couleur différente d'un livre écrit. C'est une question pour aller à la rencontre de pourquoi ce livre ? Pourquoi ce livre, tu m'étonnes. Non, mais pas seulement. Non, pas seulement. Mais tu as cheminé sur ces questions intimement. Alors, ça donne un pouvoir. Mais pas seulement intimement. Je pense que tu vois la phrase de Cohn-Bendit dans les années, je sais plus quoi, 68-70, qui disait on est tous des juifs allemands, c'est qu'à un moment donné, on peut se sentir aussi concerné par des oppressions, des discriminations, et pas seulement parce que je vis la même chose, quoi. Parce que si tu veux, ça serait quand même invraisemblable que des personnes qui ne sont pas... Moi, je suis concernée par le racisme anti-noir, par exemple. Tu es blanche. Oui. Je trouverais ça invraisemblable de ne pas être concerné par la précarité sociale des personnes pauvres qui sont minorisées, qui sont racisées, parce que je suis privilégiée, blanche, parisienne, professeure d'université. Donc, si tu veux, c'est le problème d'être concerné ou pas. C'est aussi une question. C'est-à-dire que je ne peux pas uniquement parce que je vis ceci ou parce que je vis cela. Bien sûr. Être uniquement concerné par par ce que je vis. Est-ce que ton intime a coloré ton livre ?
Mais il me semble en tout cas que l'intimité colore le livre. On est d'accord, donc c'est pour ça que je pose la question. Oui, et si tu écrivais un livre sur le racisme anti-noir, oui. je crois que j'aurais eu envie de te poser la même question, de dire quel est ce lien, quel est ton lien et quelle est ton histoire autour de ça. Mais parce que... Il y a un truc générationnel, là, je pense, qui se passe entre nous. Sans doute. Tu penses pas ? Oui, sans Parce doute. qu'il y a aussi ça où moi, je viens de chercher à un endroit et j'entends ce que tu dis. Je trouve que... Enfin, j'entends à moitié ce que tu dis. Et je trouve que c'est pas inintéressant. Mais qu'est-ce que j'en fais de ce que tu dis ? Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire, attention à ne pas mettre des étiquettes obligatoires à certaines personnes parce que cela entache quoi ? Quel est le problème de dire j'ai un rapport personnel et intime avec le sujet ? Next. On passe au sujet suivant. Non, mais parce que le personnel est politique. Parce que de dire j'ai un rapport personnel à ce sujet, moi ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire parce que le personnel est politique. Ça c'est un slogan des féministes dans les années 70. Alors c'est peut-être une question effectivement générationnelle, mais ce que je veux dire c'est que ma petite vie à moi d'analyste queer qui n'intéresse pas grand monde en fait. C'est pas et franchement quand je dis ça, c'est pas vraiment pour botter en touche. C'est-à-dire que en revanche, ce que je trouve intéressant, c'est que de dire quand je dis le personnel est politique, c'est-à-dire que ça veut dire que la dimension d'invisibilisation, la dimension d'inhibition, la dimension de stigmatisation, de discrimination, d'oppression qu'ont pu vivre certaines personnes, hommes ou femmes, dans les années 90-2000, parce qu'elles étaient homosexuelles, parce qu'elles étaient minorisées, parce qu'elles étaient racisées, etc. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est-à-dire que, et c'est ça la dimension politique. C'est-à-dire que j'ai vécu ça ou ça. Bien sûr, peut-être que j'y ai été plus sensible, mais à ce moment-là, il faudrait sensibiliser le monde entier à ces... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que... Je t'ai entendu, et moi je t'offre mon opinion qui est, oui, mais l'émetteur, l'émettrice m'importe. Bien sûr. Elle m'importe à 2 endroits. Elle m'importe puis-je lui faire confiance ? Donc si je sais qu'il y a un psychanalyste queer, lorsque je vais acheter son ouvrage ou lorsque je vais écouter son contenu, je vais pas me dire donc on pense pareil, elle est parfaite, etc. Mais je vais me dire ok, voilà quelqu'un qui a cheminé, voilà un ou une première concernée. J'ai comme envie alors attends, je finis. Il y a un crédit, il y a un premier crédit et après je peux te l'enlever. Mais ça m'importe. Oui. Et c'est tout ce qu'on appelle les psy-safe pour plein de raisons, quoi. Tu vois ? Mais bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, mon médecin traitant, j'ai changé de médecin traitant et je suis allé trouver une femme queer. Et en fait, ça m'importait. C'était très important. Je me suis rendu compte que c'était très important pour moi, alors qu'avant, je m'en fichais. Mais ce que je veux dire, et j'insiste là-dessus parce que c'est pour moi important, c'est que c'est une vraie question théorique, ça. C'est-à-dire que est-ce que parce que je suis blanche, je ne peux écouter que des femmes blanches. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Tu dis c'est une question théorique et tu réponds à mi-mot. Moi, je dis n'importe qui peut parler de n'importe quoi et n'importe qui peut écrire des livres. Il n'y a pas besoin d'être un ou une première concernée et c'est pas une étiquette qui enferme. Mais voilà. C'est une étiquette importante, peut-être pas pour toi, mais à l'auditrice à qui j'ai parlé, à qui j'ai dit ah tiens trop chouette ce jeudi, j'échange. Elle m'a dit oh je la connais et j'ai très hâte d'entendre son témoignage parce qu'elle est queer. Oui, mais je comprends ça. Et ça pour en tout cas... Mais je préfère que ça vienne comme ça. C'est-à-dire, je préfère que ça vienne de l'extérieur. Oui, mais si tu nous le dis pas, nous, comment est-ce qu'on peut... Comment elle le sait ? Eh ben oui, j'allais te demander comment elle le sait. J'en sais rien. Je ne sais pas qui est cette personne, mais donc elle le sait. Donc si tu veux, moi c'est ça qui m'intéresse. Peu importe. C'est-à-dire que je laisse le champ à ce que les personnes ont envie d'entendre de moi, ont envie de lire de moi, ont envie... Si tu veux, cet espace fantasmatique me va bien aussi, quoi. Parce que, après tout, je peux être queer, je peux avoir des enfants, je peux avoir un homme que je vois de temps en temps, je peux avoir... Exact. Plein de choses. Exact. Plein de choses. Exact. Et donc cet espace de projection, cet espace fantasmatique, personne ne sait comment je vis avec ma compagne, mon compagnon. Exact. Voilà. On revient à la rigidité. Et je la sens dans l'étiquette que je t'impose. Voilà.
Je sens que quand même je limite, je te dis bon dans quel cas je te mets. Voilà. Justifie-toi, j'entends. Et ben voilà. Et du coup, je trouve que ça fait chier. Non, mais je trouve que c'est intéressant, tu vois, parce que cette personne qui t'ait dit ah super, elle est queer, tu verras, ou je sais pas ce qu'elle a dit. Oui. Mais très bien qu'elle le dise, très bien qu'elle le pense. Mais si tu veux, moi j'ai aussi envie que certaines personnes entendent que peut-être que j'ai des enfants. Peut-être que j'ai adopté des enfants, peut-être que ceci, peut-être que ça, et plein d'autres choses. Nuance et complexité. Ouais. Donc, si tu veux, voilà, tu vois, d'arriver à cet endroit de notre conversation m'intéresse beaucoup parce que... Mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est compliqué, Laurie. Parce que moi, quand je fais des recherches sur la psychanalyse, et en me disant, bon, qui j'invite, comment je peux faire entendre des voix variées, c'est compliqué. J'aime ce que tu dis, ça résonne beaucoup, surtout dans un monde des réseaux sociaux où, tu sais, dans ma bio Instagram ou TikTok, j'ai 2 lignes pour me définir et pour que les gens comprennent je suis qui par rapport à mon contenu. C'est terrible, c'est terrible. Et parce que si tu veux, ça ne te réduit. Ça réduit. Tu vois, ça réduit. Donc, mais sans ça, comment je navigue pour m'enrichir de différents contenus. Je trouve tout de même, un peu à l'instar des médecins safe, c'est-à-dire des médecins LGBT friendly, donc qui ont suivi des formations ou en tout cas qui ont une appétence et qui peuvent recevoir un tel public. Un exemple super concret, t'as des hémorroïdes. Moi, il y a un proctologue qui m'a dit la sodomie, c'est un problème. Je suis allé voir un autre proctologue qui me dit non, ça c'est l'homophobie du métier. Au contraire, la sodomie favorise la circulation du sang, etc. Bon, désolé pour cette parenthèse assez graphique et directe, mais je la trouve très essentielle parce que moi je suis homosexuel. Mais ça n'est pas parce que ce proctologue est homosexuel qu'il va te dire ça. Ah non, peut-être qu'il l'est. Non, elle l'est pas. Elle l'est pas. Eh ben, elle l'est pas. Mais elle est informée. Elle a tamponné sur son Doctolib LGBT friendly. Ben voilà. Donc si tu veux, c'est elle ça n'est que je te demande de tamponner, mais l'étiquette enferme. Mais oui, parce que on fait comment ? LGBT friendly, de toute évidence, que je le suis. Mais comment je peux le savoir ? Je sais pas. Le fait même que tu m'aies demandé de venir à ton micro, parce que j'ai écrit un livre sur les mouvements LGBT, les mouvements féministes, etc. Tu le sais parce que j'ai écrit. Si j'avais écrit un livre sur je suis d'accord avec Poutine sur toute sa propagande anti-LGBT, je ne suis pas sûre que je me retrouve aujourd'hui devant ton micro. Non, t'as raison. Donc, c'est aussi par les écrits que je fais ou les conférences que je donne où je dis, bon, voilà, il faut... Moi, je suis plutôt à travailler sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les sexualités soient encore un domaine de discrimination et d'oppression et de violence. En termes de militantisme, est-ce que tu entends tout de même, si ensemble on essaie de faire avancer les choses, que c'est parce que des femmes trans ou des hommes homosexuels, c'est parce que les gens ont pris une étiquette qui était illégale avant. Absolument. Et on dit je suis cette étiquette, donc ont écrasé leur complexité. Tu sais que c'est pour ça que tous les deux on a plus de droits, t'es d'accord ? Absolument d'accord avec ça. Et ça, je ne cesserai de le dire. Mais tu vois, pour complexifier les choses, j'ai toujours l'habitude de citer une phrase d'un ami théoricien queer qui s'appelle David Alperin, qui est un Américain, et qui dit une chose très intéressante concernant l'identité gay. Il dit l'identité gay est politiquement nécessaire et politiquement catastrophique. Ah, ouais. Moi, je me situe dans cette tension-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Politiquement nécessaire pour tout ce que tu viens de dire. Oui. Parce que ce sont des hommes et des femmes trans qui sont allés dans la rue pour demander des droits, pour être visibles. Des hommes et des femmes gays, homosexuels, lesbiennes qui sont allés se faire tabasser, qui sont allés se faire violenter pour obtenir des droits. Politiquement nécessaire. Ouais. La visibilité de ces personnes est politiquement nécessaire. Et elle est politiquement catastrophique. Parce que étiquetage, catégorie, et du coup, renforcement des contrôles. Parce que, tu vois, ça renforce, en fait, des façons de contrôler, de stigmatiser, de dire « Ah bah oui, elle est comme ça, donc elle va nécessairement travailler là-dessus. » Mais en fait, non, quoi. Tu comprends ? Ouais. Donc, je trouve que là, moi, c'est pour ça que je peux te répondre, je cache rien, voilà, peu importe. Mais je m'inscris plutôt dans cette tension-là. Oui. Au point où, oui, c'est politiquement et absolument nécessaire. Donc c'est pas un mi-choix, c'est un mi-chemin.
Si tu veux, je préfère dire que c'est plutôt dialectique ou plutôt un point de tension entre la nécessaire visibilité. Oui. D'ailleurs, si j'ai accepté de venir, c'est que je me rends visible à ça aussi. Oui. Donc, c'est la nécessaire visibilité. Oui, il existe des praticiens, des analystes queer, gays, peut-être trans, peut-être trans parce que j'en connais moins de façon personnelle, mais j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Mais de dire ça, c'est déjà terrible pour certains qui peuvent l'entendre. Donc c'est politiquement nécessaire. Oui. Et ça peut être aussi politiquement catastrophique. Voilà. Est-ce que la question de ton orientation sexuelle a été posée, a été émancipée, a été creusée durant ton analyse ? Est-ce un sujet ? Oui, ça a été un sujet, oui, bien sûr. Ouais. Parce que justement, comment ça t'a aidé ? Je peux dire que, si tu veux, parmi tous les motifs ou parmi tous les sujets d'émancipation, celui-ci, ce sujet-là, a été un des trajets d'émancipation, oui. Mais justement, à me sortir des étiquettes, pas à m'identifier, à déconstruire aussi certains modes, certaines identités qui pouvaient être, être plus fluides par rapport à ça. Ouais. Ça m'a aidé à être plus fluide par rapport à ça. Parce que mais politiquement nécessaire. De me dire à un moment donné, d'ailleurs je ne sais pas très bien comment je me suis nommée à un moment donné, mais de dire... En analyse, il y a un moment donné où tu as commencé à en parler. Oui, bien sûr, oui. Mais pas au début. Mais comme beaucoup de choses, enfin... Tu t'es pas allongée à 24 ans avec ce sujet. Tu l'as découvert en chemin. Je l'ai pas découvert, mais parce que je me posais un certain nombre de questions. Mais je l'ai... je suis pas arrivée uniquement... Je ne suis pas arrivée avec ça, en tout cas. Est-ce que tu savais, est-ce qu'aujourd'hui, en regardant ces 18 années, est-ce que tu as des suspicions d'homophobie de la part de ton analyste ? Aucune. Aucune suspicion ? Aucune suspicion. Tu te sentais, le moment où tu as lâché, le moment où tu as dit, tu aurais pu être mal reçu ? Je n'ai eu à aucun moment, je n'ai eu à aucun moment le moindre doute sur sa capacité à écouter ça. Ok. Je me suis sentie très vite, très tranquille avec cette affaire. C'est sans doute d'ailleurs les raisons pour lesquelles je suis restée aussi longtemps. Parce que si j'avais eu le moindre doute sur sa capacité à entendre que j'hésitais, je ne savais pas, j'étais désorientée pour le coup, et que ceci et que cela, peut-être que ça m'aurait... j'aurais pas pu continuer, quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, je l'entends bien chez certains analysants aujourd'hui, qui disent j'ai fait un premier travail ailleurs, je viens parce que je sais que vous pouvez écouter ça. Franchement, merci. Vraiment merci, parce que à 2 reprises sur les 2 dernières semaines, la dernière reprise, c'était à 4h du matin, on sort d'un apéro de podcasteurs, et une des podcasteuses très sympa alpague quelqu'un, et j'étais en train de parler de mon podcast, où j'essayais de recruter une personne qui avait fait une analyse, et une autre podcasteuse alpague quelqu'un dans la rue. Je sais pas comment ils discutent, mais il a fait une analyse pendant 13 ans, et il a eu une dernière séance. Donc elle me dit, oh voilà, là, on se connecte, et puis on va dans un bar finalement tous les 6 discuter avec cet inconnu qui revenait avec sa guitare vers chez lui, quoi, qu'on embarque. Et on discute. Ah mais merde, est-ce que je vais... Pour l'anonymat, je me pose la question. En tout cas, j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait de la question de l'orientation sexuelle et qui me disait, écoute, je peux pas me dire bi. J'ai même rencontré 2 personnes qui disaient je peux pas me dire bi car je n'ai pas eu de rapport sexuel depuis 10 ans avec un homme. Je suis un homme donc je n'ai pas le droit. Et d'ailleurs, un de ces témoignages, c'est dans mon autre podcast, Comment devenir sexuellement épanoui. Et moi, je viens avec la même verve des étiquettes en disant mais non, pas du tout. Enfin non, je suis pas aussi agressif et ça, mais je dis mais attends, déjà il y a pas de carte du club, mais en plus, si ton désir est multiple, prends le mot. Oui. Si tu le souhaites.
Et je sentais une gêne à dire, je ne peux pas prendre le mot, je n'ai pas le droit. Qu'est-ce qu'il a dit, un terme très intéressant, puisqu'il y a quelque chose de politique, il y a quelque chose qui vient définir, et il se sentait pas. Alors soit parce qu'il assumait pas d'être aussi hétérosexuel et homosexuel, mais il y avait un peu de ce résultat de cette société auquel moi je contribue, qui est de dire définis-toi, Oui, et définis-toi spécifiquement. absolument. Et ça, c'est compliqué. c'est compliqué. Et j'ai senti un double discours chez moi, c'est qu'en fait j'avais envie de lui dire, mais gars, on s'en tape. Enfin, Oui, oui, en fait, j'ai juste envie, on a envie que chacun se rencontre là où il est. Ta formule est très jolie. Et donc, en fait, de mettre une étiquette et tout, tu t'en tapes. Et les rapports sexuels pourtant, que tu c'est souhaites. ce que tu voulais que je fasse. Pourtant, Que je mette une étiquette sur... Moi, je peux juste dire qu'aujourd'hui, je suis très heureuse et très épanouie avec la personne avec qui je vis. et je pense que c'était important pour moi, et c'était maladroit de ma part, de dire à ces gens, mais si tu peux être bi, t'as le droit d'être bi. J'ai quand même noté que pour être bisexuel, il faut remplir certains critères. C'est intéressant parce que personne n'a défini ça, mais quelqu'un dans la rue a très bien compris qu'il n'a pas le droit d'utiliser ce terme pour n'importe quelle raison. Donc il y a des définitions qui excluent ou qui incluent. Exactement. Problématique. Mais tu vois, je m'en rendais pas bien compte avant de t'avoir parlé. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'insistais sur la dimension politique. C'est quoi les stratégies d'une définition ? Tu vois, c'est ça le politiquement catastrophique que dit Alpérine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu donnes une telle définition. En plus, une définition, ça renvoie à une forme de normativité de la définition. Je crois autre chose. T'ai bien entendu, et je crois autre chose. Je crois que on gagne du terrain millimètre par millimètre. Et si on a une flanquée de gens qui disent... Ça, c'est politiquement nécessaire. Ça, c'est l'autre versant. Bah oui, mais moi j'y crois. Parce que notre monde est dirigé par ça. Mais absolument. Les entreprises et les lois, les entreprises et les gouvernements, ils écoutent l'aspect politiquement nécessaire. Ils écoutent pas la complexité intime. Et donc je crois que des palanquets de gens disent, moi je sais pas, moi je suis fluide, moi je suis bi, créer un espace qui pousse et qui offre plus d'oxygène. Quand il y a plus de fluidité, justement, que quand c'est enfermé dans des catégories. Dans mon bouquin, si tu veux, j'ai justement essayé de montrer comment on peut penser plutôt en série, LGBTQI+++++, plutôt qu'en catégorie. Tu vois, c'est plutôt en surface, en rhizome, enfin, tu vois, en quelque chose qui prend un espace horizontal plutôt que par silo ou par tube catégoriel, quoi. Comme si les catégories pouvaient pas tu vois. Avant qu'on passe à ton livre, est-ce que il y a une dernière bafouille à propos de ton chemin d'analysante que tu trouverais intéressant de raconter, que l'on a manqué? Je ne peux redire que ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment, parmi les plus belles aventures de ma vie, ça en a été une, quoi. Et je suis très reconnaissante à mon analyste. Enfin, tu vois, je dis encore mon analyste, comme si j'avais pris un petit peu possession de qui elle était, quoi. Mais en tout cas, à cette analyste-là, à ce moment-là, voilà, je lui serai toujours très reconnaissante. Je sais ce qu'on est en train de manquer, ce que je suis en train de manquer, c'est ta dernière séance. Tu t'en souviens ? C'est le titre du podcast, hein, Laurie, pour toi. Ma dernière séance, je m'en souviens. Est-ce que je m'en souviens ? Alors, je m'en souviens très bien. Enfin, je me souviens très bien de ce qui a présidé à cette dernière séance. Et pourquoi t'as fait pourquoi parce que c'est une drôle d'histoire, quoi. Ah. Tu veux que je te la raconte ? Ah bah ouais, grave. Alors, je t'ai dit, j'avais donc perdu mon frère aîné est mort d'un accident au moment où il faisait sa maîtrise de sociologie. Je suis en train de corriger les épreuves de mon livre sur le deuil avec mon ami. Et on est dimanche soir, je raconte au présent, ça fait un peu plus. On est dimanche soir, on est à la maison, on est en train de corriger les épreuves. Et le téléphone fixe sonne, à l'époque c'était les téléphones fixes, enfin j'avais pas de portable en tout cas. Le téléphone sonne, il est 10h du soir, je trouve que c'est un dimanche un peu tard.
Et j'ai un monsieur au bout du fil qui me dit « Est-ce que je suis bien chez Laurie Lofer ?» Je dis « Oui ». Je vous appelle, il me dit son nom que j'ai oublié. J'étais le petit ami de votre sœur, j'ai une sœur aînée, j'étais le petit ami de votre sœur à l'époque de l'accident de votre frère. Et ah bon? Et je suis en train de déménager ma maison et j'ai retrouvé dans mes papiers le manuscrit de la maîtrise de votre frère. La fameuse qu'il n'a jamais passée. La fameuse qu'il n'a jamais passée et dont on n'avait aucune trace. Ma sœur, à cette époque, qui c'était son petit copain, lui avait donné. Et donc, j'ai le manuscrit j'ai le manuscrit inachevé, donc, de cette maîtrise. Est-ce que vous voulez que je vous l'envoie? J'ai dit, bah oui, bien sûr que je veux. Et donc, il m'a envoyé le manuscrit inachevé de mon frère. Comme j'étais en train de terminer mon bouquin sur le deuil, dont j'étais en train de corriger les épreuves avec mon ami, et qu'il y a eu ce moment un peu curieux quand même, eh bien, j'ai trouvé qu'à ce moment-là, c'était bien de fermer le chapitre. Trouver. Intuition? Écoute, c'était le moment de conclure. En la lisant, cette maîtrise? Non, c'est pas le contenu qui t'a... Ah non, pas du tout. C'est le symbole. C'est tout ce qui s'est passé autour de ça, et j'ai trouvé que c'était le moment de conclure mon analyse. Voilà. Tu sentais que t'avais fait un tour? Que j'avais fait le tour nécessaire pour moi. Oui, et puis tu as dit à 3-4 reprises, mon ami avec gourmandise dans les yeux, l'amour était trouvé. L'amour était trouvé. Un amour. Un amour, Ah, celui-là, un amour. qui est toujours le même. J'étais en train de publier mon bouquin sur le deuil. Je reçois le manuscrit inachevé. Oui. Il y avait suffisamment d'éléments pour que je me dise, bon, allez, l'aventure est terminée, quoi. Ouais. C'est bien, en fait, ça a donné ces fruits-là. Ouais. Et ces fruits me plaisaient tout à fait. Ouais. Comment ce monsieur a fait le pont, le lien? Comment? Attends, je suis le petit ami... De ma sœur aînée, ouais, de ma sœur. De ma sœur, qu'est-ce que le petit ami de ma sœur? Parce qu'en fait, il n'avait pas retrouvé le nom de ma sœur qui était mariée. Donc, mais qu'est-ce qu'il fait avec le parce qu'à l'époque, ma sœur avait le même âge que mon frère à peu près. Et donc à l'époque, ma sœur avait récupéré ce manuscrit et donc lui avait donné probablement. Enfin, c'est l'explication qu'on se donne. Et pourquoi il s'est dit que ça allait être intéressant? Parce qu'il m'a vu sur le Google ou j'en sais rien. Enfin, il a vu que j'étais que je travaillais sur ces questions-là. Écoute, franchement, là, je lui ai pas demandé. J'ai été tellement ces questions-là parce que j'ai travaillé sur les questions du deuil à ce moment. Et la maîtrise de ton frère? Pas du tout. Non, ça n'avait rien à voir. Mais sauf que ah non, c'est très particulier quand même parce que c'est une histoire. En fait, retrouver une lettre intime. Ouais, là, je cherche la famille. Ouais. Si je suis le petit copain de la sœur de machin. Non, c'était un une manuscrit. Maîtrise inachevée. Oui, on s'en fout un peu. Excuse-moi à moins qu'il écrive un truc incroyable. Eh ben non. Non, c'était même pas le cas. C'est une maîtrise de sociaux. Je sais même plus sur quoi, sur le Parti communiste, et la photographie. Enfin, je sais même plus sur quoi exactement. Et donc voilà. Tu lui as annoncé comment à ton analyste? Exactement comme je viens de faire, en disant ben voilà ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est bon, quoi. Alors évidemment, c'est pas cet événement qui a fait que tout d'un coup, voilà, parce que cet événement est arrivé à un moment où il s'agissait pour moi de conclure. Voilà, comme on dit, c'était le moment de conclure, parce que ça aurait pu relancer quelque chose. Mais voilà, il y avait plusieurs éléments qui ont fait que ça aurait pu relancer quoi? Je sais pas, moi, la question de mon frère, la question du... J'en sais rien. En fait, là, je te dis des choses... Elle en a dit quoi, ton analyste? Je me souviens pas. Que je comprenne, tu reçois ce coup de fil un mardi. Un dimanche. Et dans la semaine qui a suivi, je pense que j'ai arrêté. Je me souviens plus très bien de la chronologie, mais c'était pas très loin, quoi. C'est brutal. C'était pas si brutal. Moi, je l'ai pas vécu comme quelque chose de brutal. Mais pour moi, si tu veux, cet événement a été un des éléments, voilà. Ouais, tu dis pas, pour le moment, tu n'as pas dit, c'était une forme d'amour, c'était un soutien. Comment t'as dit au revoir à cette femme qui t'a accompagné 18 ans, Laurie?
C'est pour ça que je suis surpris. Un dimanche, moi par exemple, c'était aussi un dimanche. J'étais assis là où tu es assise et je me suis dit. Donc je sais pas si t'as écouté l'épisode 1 du podcast, mais j'avais dit à mon analyste, je sens que c'est la fin. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Je lui ai dit, ah bon, c'est moi qui décide. Bon, on va faire d'autres séances pour que je fasse bien le tour de cette décision. Après 10 ans, 19 ans, mais des pauses, ou 18 ans et des pauses, peut-être on a le même nombre d'années. Je me dis... j'ai pas envie que ça soit trop brutal et brusque. J'ai envie que ça soit une bonne décision. Je reviens plusieurs fois et un dimanche, assis là où tu es assise, je me dis ça y est, c'est demain. Le lendemain, j'ai ma séance et c'est la dernière séance. Toi, c'est rapide quand même. Alors, c'est pas si rapide parce que d'abord, j'avais évidemment à un moment donné, à plusieurs moments, dit bon, je vais arrêter. Et en fait, comme mon analyste relançait à chaque fois en disant je vous attends. Votre prochaine séance, je revenais en fait. Quand elle me disait je vous attends, quand est-ce que vous revenez, je revenais, je disais que je revenais, etc. Donc j'arrêtais pas en fait. Alors même que je disais je vais arrêter, il faut que j'arrête. Ok. Et là, je crois qu'elle m'a dit aussi quand est-ce que je vous vois, etc. Et je crois que je lui ai souri. Je me souviens plus très bien, mais je n'ai pas répondu à ce moment-là. Je lui ai dit voilà, c'est... Une lettre d'au revoir, un cadeau d'au revoir, une façon de... Je lui avais fait des cadeaux à plusieurs reprises en disant, voilà, je vous apporte ça, c'est la fin, etc. Mais je revenais. Donc, c'était pas fini. J'ai jamais fait de cadeau à mon analyste. Tu vois, des choses, je sais pas, je me souviens plus, mais Tu es en contact avec elle aujourd'hui ? Non, je lui ai envoyé mon dernier bouquin, pas celui-là. Je crois que je lui ai envoyé, mais je sais pas si elle l'a reçu. Je lui avais envoyé mon avant-dernier bouquin. Auquel elle te répond à chaque fois. Oui, elle m'a répondu, ouais. Un mot gentil. Très gentil. Ouais. Je la croise de temps en temps dans des colloques, dans des choses comme ça. Et... C'est pas bizarre, ça ? Je suis très, très heureuse de la voir, à chaque fois. Mais en même temps, je suis pas en rapport, je suis pas en lien direct avec elle. Qu'est-ce qu'on se dit à son analyste quand on le croise en colloque ? Bonjour. Et je lui souris. Vous n'allez pas prendre un café ? Non. Pas pris un café. On s'est retrouvés à une table de colloque une fois, avec plein d'autres personnes. Mais elle garde un pouvoir sur toi. Si elle te répondait, ce livre est mauvais, ce podcast que vous faites là avec ce Guillaume, c'était une erreur. Elle garde du pouvoir sur toi. Alors d'abord, je pense qu'elle ne ferait jamais ça. Mais si elle le faisait, ça ne me ferait rien. Ah ouais. Ouais. Je sentais tes yeux un peu pétiller encore. Non, mais c'est-à-dire... Et la question, c'est est-ce que le transfert continue une fois que c'est terminé ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie, quoi. Quand je dis que c'est l'une des plus grandes aventures de mon existence, c'est quand même quelqu'un, c'est clair. Moi, ça fait partie de qui je suis aussi. T'iras à son enterrement ? Écoute ça, alors, quelle question. Elle est plus âgée que toi ? Oui, elle est un peu plus âgée que moi. J'espère que je n'aurai pas... je dis ça, j'en sais rien. C'est bizarre comme question, je n'y ai jamais pensé. Je n'y ai jamais pensé. En fait, moi, mon analyste était largement plus âgé que moi. Ouais. Et l'action de la mort, ouais. J'y ai pensé. Et là, j'y ai pensé. Oui, j'y ai pas pensé. Si je le sais, je dirais peut-être, j'en sais rien. Ok. Je lui souhaite encore de vivre plein. Je l'aime beaucoup. Je la vois jamais, je sais plus qui elle est. Mais elle reste dans un petit coin de mon cœur, quoi. Mais t'as jamais su qui elle était ? T'as dit je ne sais plus qui elle est, mais t'as jamais su qui elle était ? Jamais. Je sais qu'elle est analyste. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne sais plus qui elle est. Non, mais Comme si pendant 18 ans en analyse, tu savais qui elle était. C'est-à-dire que je ne sais plus qui elle est, je ne sais pas ce qu'elle... Oui, je ne sais plus, oui, tu as raison. Ouais, je ne sais pas qui... Je n'ai jamais su, oui. Elle était un personnage... Bien sûr. Je m'adressais à elle. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, ton témoignage m'inspire d'autant plus que moi, le rôle que j'ai fait jouer à mon analyste, c'est celui de parent c'est celui de parent contre lequel je me suis rebellé et qui ne m'a pas donné validation puisqu'à le lundi, enfin, je continue l'épisode 1, mais il faut que les gens aillent l'écouter et puis la chose sera faite. Mais en gros, j'arrive et je dis, voilà, on avait dit que c'était moi qui décidais le processus, voilà, ça fait 3 mois de plus. Et ce lundi est le dernier. Il m'a dit, je suis pas d'accord. Genre, en se levant, devant la porte, il a dit non. Oui. Et je garde encore
un point d'interrogation qui vient titiller l'enfant en moi. L'enfant qui veut être l'adulte, il est là, moi je m'en tape, j'ai tourné la page et j'ai pas besoin que d'autres valident ce que je trouve bon. Et puis je suis libre de recommencer quand je veux. Ben oui, c'est ça. L'enfant en moi, il est là. Ah, il est chier quand même de pas me valider. Mais moi, je trouve ça intéressant. Donc le transfert continue. Mais oui, et je trouve ça intéressant que ça reste. Je préfère le tien. Je préfère ton histoire d'amour avec tes yeux qui pétillent. Ouais. Je crois. Ouais. Est-ce que je peux te poser quelques questions sur ton livre ? Bien sûr. Pourquoi c'était important pour toi d'écrire ce livre maintenant ? Alors, c'est le maintenant qui est important. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.